Je vous propose qu'on débute. Ça les fera, j'espère, venir. C'est vrai que c'est toujours compliqué. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, alors la lutte contre les violences faites aux enfants a été érigée comme une priorité gouvernementale. Le comité interministériel de l'enfance, réuni en juin 2023, a de nouveau affirmé cet objectif. Je souligne à ce titre le lancement de la campagne de communication nationale sur les violences sexuelles et plus précisément l'inceste, afin de sensibiliser toute la population à ce fléau qui passe en ce moment sur nos ondes et qui est un très bon spot, je trouve, pour ma part. Toutefois, les chiffres demeurent accablants pour notre pays. Tous les 5 jours, un enfant meurt sous les coups de son entourage familial. Quant aux agressions sexuelles, on estime que 160 000 enfants en seraient victimes chaque année. La délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. C'est vous qui ouvrez ce cycle d'audition afin d'aborder le repérage. Nous accueillons donc aujourd'hui, je vous remercie à tous et toutes d'être présents. Alors nous accueillons Sylvie Amici, présidente, et Lydia Stupart-Derem, présidente de l'Association de psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale, APSI-EN. Nous accueillons Laurent Chazela, vice-président de l'Association française des psychologues d'éducation nationale, l'AFPEN, Pascal Massine, secrétaire national du syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs en santé, donc c'est le SNIES-UNSA, les docteurs Margot Bayard et Florence Lapica, vice-présidente de MG France, Patricia Colson, secrétaire générale, et Noël Perrin du syndicat national autonome des médecins de santé publique de l'éducation nationale. Alors le SNAPSPEN, syndicat national, autant pour moi. C'est noté. Le docteur Evelyne Van Pin du syndicat national des médecins de PMI, Jocelyne Grousset et Mechtilde Diep, co-secrétaire générale du syndicat national des médecins scolaires et universitaires UNSA. Lors de son audition, Madame Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil à la famille et à l'enfance et à l'âge, le HFCEA, relevait que les enfants ne savaient pas toujours à qui parler, alors même qu'ils souhaitaient pouvoir se confier à des médecins, à des psychologues, sans avoir à en demander l'autorisation à leurs parents. L'école est donc un lieu déterminant pour recueillir la parole des enfants maltraités ou abusés. Les professionnels qui y exercent ont donc un rôle important à jouer, nous en sommes tous convaincus. Il en est bien entendu de même également pour les autres professionnels de santé qu'on n'oublie pas, les médecins de famille, les professionnels de PMI et tous ceux qui à un moment ou à un autre ont à échanger avec ces enfants. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous laisser la parole pour un propos liminaire et ensuite nous pourrons répondre à plusieurs questions à moi-même et à celles de mes collègues. Comme vous êtes assez nombreux, je crois que Anne vous avait indiqué que c'était aux alentours de 2 minutes pour pouvoir présenter rapidement. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment d'avoir accepté ces échanges qui sont pour moi nécessaires et très importants, tant le fléau de la violence faite aux enfants est important dans notre pays. Je vous laisse commencer, on va faire comme ça de droite à gauche, puis peut-être que le tour d'après on fera dans l'autre sens, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Oui, bonjour, merci de nous accueillir et de nous proposer de débattre sur un sujet aussi important et qui n'est pas sans lien avec le contexte global auquel on doit faire face dans les établissements et auquel les équipes éducatives et pédagogiques font face en ce moment. Et j'ai une pensée pour eux. Ce matin même, j'étais en établissement scolaire et la situation est triste. En tant que présidente de l'APSI-EN, je vais vous présenter brièvement l'association et vous proposer quelques points de réflexion et d'analyse. Donc, l'APSI-EN est une association très ancienne. Elle rassemble des praticiens psychologues depuis 1931. Donc, on est parmi les très vieilles et très anciennes associations. En tant que psychologue, nous rassemblons les psychologues de l'éducation nationale qui interviennent du collège à l'enseignement supérieur.
et qui interviennent aussi, comme pourra le souligner ma collègue, par exemple, en quartier mineur, en prison, auprès des tribunaux. Donc on voit tout un tas de situations relatives à la prise en charge et au suivi d'adolescents et de jeunes adultes. La notion d'enfant s'étendant jusqu'à 21 ans. Voilà, notre champ d'exercice, il est celui-là, donc sur un âge et un contexte scolaire et avec des enjeux de maturité qui posent les problématiques que vous soulevez d'une façon différente. En tant qu'association, nous travaillons au sein du CEP, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le collectif Ensemble pour une politique de l'enfance, où en organisationnel et avec des professionnels de tous les champs, nous avons une réflexion commune sur la politique de l'enfance et l'état actuel des différents services, des différentes professions et de la prise en charge des enfants. Nous sommes aussi affiliés à la Société française de psychologie et en cela, nous souhaitons souligner qu'en tant que psychologue, nous ne pouvons être assimilés à une profession de santé. Le champ d'exercice des psychologues est bien plus large et, touche des champs beaucoup plus importants que la simple santé, même si on l'entend dans sa définition la plus globale, et plus particulièrement en tant que psychologue travaillant au sein de l'éducation nationale, notre champ d'intervention, bien sûr, est le soutien, l'accueil des enfants, des adolescents et l'accompagnement des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais c'est aussi favoriser leur développement, favoriser leur accès aux apprentissages, favoriser leur projection dans l'avenir à travers les questions d'orientation qui ont un lien et qui sont aussi un soutien dans toutes les situations difficiles et dramatiques pour les jeunes. Je vais donc finir en soulignant que cette question nous paraît très très importante. Actuellement, la plus grande difficulté que nous rencontrons, mais que sûrement mes collègues vont souligner, c'est le fait qu'il manque beaucoup de gens dans les équipes et qu'il est difficile de travailler en équipe, que ce soit à l'interne ou en partenariat avec l'externe. Nous manquons de gens sur le terrain. Et par ailleurs, nous souhaitons souligner une fois encore, de par la spécificité du public que nous suivons, c'est-à-dire les adolescents, que toutes les questions d'inclusion scolaire et de réussite à l'école sont un soutien par rapport à des jeunes qui sont victimes ou qui sont en difficulté, puisque la scolarisation peut justement leur donner, parallèlement à une prise en charge, une bouffée d'oxygène vers l'avenir. Merci beaucoup de cette présentation. Je vais laisser la parole à Monsieur Chazela. Madame la Présidente, Mesdames les députés, chers collègues. Alors, je suis Laurent Chazela, donc président de l'AFPEN, pas vice-président, mais président, association qui regroupe les psychologues du premier degré, psychologues éducation nationale. À peu près un tiers des psychologues sont adhérents à cette association. On est, comme nos collègues amis à côté, membres de la SFP, et puis nous sommes aussi appartenant au collectif du CEP Enfance et je siège en tant que représentant du CEP Enfance auprès du HCFEA. Les questions d'aujourd'hui nous préoccupent beaucoup. Pour reprendre une expression, je crois, de Claire Brisset qu'il avait repris dans l'ouvrage du collectif CEP Enfance, les services publics sont la maison commune des enfants les plus fragilisés et on pourrait dire qu'aujourd'hui la maison brûle, la maison commune brûle. On entend beaucoup de la part de nos collègues de grosses difficultés, non seulement pour exercer leur métier dans de bonnes conditions, donc d'être suffisamment des professionnels étayants et contenants pour les enfants que nous accueillons et les adultes que nous accueillons également, parce que les psychologues sont aussi présents pour les adultes qui travaillent dans l'institution scolaire. Et nous sommes donc en grande difficulté face aux enfants qui sont repérés, car nous avons beaucoup de mal à trouver des lieux d'adressage, tellement les services publics sont en faillite, c'est-à-dire qu'on est en grande difficulté non seulement du côté des services sociaux, du côté de l'accompagnement avec les maisons départementales par exemple, qui sont en difficulté. Quand il y a des informations préoccupantes auprès d'enfants et de familles, eh bien, il y a un laps de temps très important pour pouvoir accompagner, prendre en charge ces familles. Et donc l'une des difficultés, c'est comment dans le repérage avec certaines familles et certains enfants, on peut maintenir le lien, notamment quand on fait des informations préoccupantes qui partent de l'école, et qui donc attaquent ce lien éventuellement de confiance qui pourrait exister.
Voilà en quelque sorte les propos liminaires, et ensuite on répondra bien entendu à toutes les questions, mais je crois que c'est ce qui préoccupe beaucoup. Et l'institution scolaire est en grande souffrance parce que dans les autres institutions, eh bien, il y a des listes d'attente, on attend pour que les enfants soient pris en charge, mais à l'école on accueille tout le monde. Donc les enfants arrivent en souffrance, et quand un enfant est en souffrance, et quand il n'est pas pris en charge, il fait souffrir son environnement. Merci. Merci à vous. Je laisse la parole à Madame Massine pour le SNIES UNSA. Bonjour Madame Massine, donc je suis infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et secrétaire nationale du syndicat SNIES UNSA Éducation. D'abord, merci de nous accueillir. Donc je vais vous énoncer en tant qu'infirmière scolaire comment nous repérons les élèves en danger ou susceptibles de l'être. Donc dans le cadre de nos missions, les personnels infirmiers sont au premier plan pour repérer les violences faites aux mineurs et aux jeunes adultes puisque nous exerçons de la maternelle à l'université. Une de nos missions est donc la protection à l'enfance, avec une formation lors de notre arrivée à l'éducation nationale, ciblée sur ce thème, et nous bénéficions de formations tout au long de notre carrière sur les méthodes d'entretien, le développement de l'enfant, les signes de la crise d'adolescence, les conditions favorables à la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et la détection du risque suicidaire. De par notre présence quasi quotidienne dans les établissements, nous sommes les interlocutrices privilégiées des jeunes, d'autant plus que nous sommes soumises au secret professionnel, ce qui permet de libérer la parole des élèves. Le secret professionnel sera levé si l'élève est en danger de par les violences qu'il subit ou si ses conditions de vie sont non propices à son développement. Nous avons la possibilité de rédiger des informations préoccupantes et des signalements auprès du procureur. Différents temps nous permettent d'apprécier les conditions de vie du jeune et les risques de violences physiques et psychiques auxquels il pourrait être soumis. Ces temps sont d'abord les consultations à la demande des jeunes qui viennent spontanément nous rencontrer pour différents motifs, par exemple des douleurs abdominales, et après un entretien, un diagnostic infirmier d'anxiété est posé, qui est lié à une violence subie de la part d'un tiers. Les dépistages infirmiers obligatoires dans la 12e année permettent d'évaluer les conditions de vie du jeune et un temps d'échange permettant parfois la révélation de faits de violence ou encore lors de nos actions de prévention, par exemple en éducation sexuelle, où des élèves viennent nous voir après, individuellement dans le local infirmier et évoquent des attouchements ou des abus sexuels. Dans tous les cas, nous restons vigilantes quant aux facteurs de risque susceptibles de fragiliser l'enfant, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, sinon ça va être trop long. Nous sommes amenés à rencontrer naturellement les parents et pareil, nous recherchons des signes, des indices d'alerte. En conclusion, je vais être bref, la prise en charge des victimes, des jeunes victimes pâties du manque de personnel médical dans les centres médico-psychopédagogiques, avec des familles, celles plus favorisées font un suivi psychologique et ou psychiatrique avec des praticiens privés. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que la violence est du fait des garçons et des filles. Elle s'est amplifiée avec la démocratisation du numérique. Auparavant, on parlait de fracture numérique. Maintenant, on peut évoquer l'inégalité d'utilisation du numérique. Donc la violence qui pouvait s'arrêter aux portes des établissements rentre dans la chambre des élèves. Il n'y a pas de possibilité de coupure. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Après, je vais laisser la parole à MG France. Je ne sais pas qui du docteur Bayard ou la PICA veut intervenir. Allez-y, je vous en prie. Oui, docteur Bayard. Donc, écoutez, merci de votre invitation sur ce sujet majeur auquel la médecine générale est confrontée tous les jours à travers le suivi de patients atteints de pathologies chroniques et qui sont souvent la résultante de pathologies, de problèmes de violence dans l'enfance qu'on retrouve à tous les âges. Quand on connaît les conséquences à long terme, je relisais récemment donc quand même 1 milliard d'euros de surconsultation en médecine générale, 2 milliards d'euros de traitement pour les pathologies mentales et 2,6 milliards d'euros sur de la majoration des conduites à risque. Et nous traversons tous les âges de la vie et nous sommes au cœur du dispositif et du repérage. Dans quel sens? C'est-à-dire on voit finalement, en connaissant bien les facteurs de risque, on peut d'emblée étayer pour ne pas en arriver
voilà, essayer d'agir en préventif. Nous avons une approche globale, nous avons une approche dans la durée, sur le long terme, et c'est ça qui fait notre force. Quelles sont nos faiblesses? Nos faiblesses, c'est déjà la formation initiale, le fait d'être sensibilisé à ce sujet. C'est aussi la formation continue. Je ne refais pas le sujet sur la façon dont notre formation continue s'est complètement délitée au fur des années et c'est devenu catastrophique. C'est comme ça qu'on fait monter aussi la sensibilisation des professionnels. Et puis notre problème, je partage ce qui vient d'être dit, c'est le problème des ressources et le problème de l'aval, parce que dépister, repérer, c'est bien. Étayer, c'est encore mieux, mais le problème, c'est qu'il manque de personnes, c'est complexe et il y a des inégalités territoriales. Une chose très importante, et je crois que notre système souffre, et vraiment je suis ravie aujourd'hui d'être là, en fait, parce que je vois des gens dont je connais l'existence, mais qui sont invisibles pour nous, les médecins généralistes, tellement le système est cloisonné. Alors j'avoue que moi j'ai la chance de travailler dans une maison de santé, je travaille avec des infirmières azalées, je travaille avec une assistante médicale, je travaille avec des secrétaires et je travaille aussi avec des psychomotes, je travaille avec des orthophonistes dans une maison de santé et j'ai du lien très fort avec l'infirmière scolaire du collège avec laquelle on se voit régulièrement. Et c'est cette connaissance et ces multiples apports qui font qu'à un moment donné, on se dit ensemble, voilà, c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe, une suspicion, quelque chose, il se passe quelque chose là-dessus. Voilà, donc pour nous, l'élément essentiel aussi, c'est le lien avec l'école. Il y a quelque chose, et vous avez donc dans votre audition la question autour du secret médical qui me semble quelque chose d'extrêmement important, jusqu'où il va et quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête, parce qu'on a vraiment intérêt à travailler ensemble, c'est majeur. MG France, donc, nous nous réjouissons un petit peu de l'orientation que prend aujourd'hui le ministre de la Santé sur la restauration dans sa lettre de cadrage sur la place du médecin traitant et non une vision autour du soin non programmé qui, à notre avis, est une erreur aussi et qui va déliter puisque les patients et les enfants qui vont consulter souvent ou les familles qui vont consulter souvent parce qu'elles consultent souvent pour d'autres motifs, ne seront vus que par ce prisme-là. Et là, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, le braquet semble aller dans le bon sens. Merci de votre écoute. Pardon, merci beaucoup. Pour le SNAPS-PEN, je vous laisse choisir Madame Colson, Madame Perrin, laquelle prendra la parole. Je vais prendre la parole. Donc bonjour, merci de nous avoir invités sur ce sujet qui effectivement est une priorité pour les médecins d'éducation nationale. Donc, je suis secrétaire générale du SNAPS-PEN-GAN-CFDT et médecin d'éducation nationale en activité sur un secteur en Essonne. La plupart des maltraitances ont lieu au sein de la cellule familiale et toutes les classes sociales sont concernées. Les signes de repérage d'un enfant victime de violences physiques dès lors qu'il y a des symptômes bruyants sont désormais bien connus des équipes éducatives qui rédigent alors des informations préoccupantes. Les enfants peuvent aussi spontanément se confier à un adulte de confiance qui recueille la parole de l'enfant et qui rédige alors avec le directeur ou le chef d'établissement et toute personne concernée une information préoccupante ou un signalement selon la situation pour assurer la protection de l'enfant. En revanche, le repérage des violences psychologiques, des carences éducatives, des négligences, même lourdes, est beaucoup plus difficile. Il en est de même pour les violences conjugales ou les séparations conflictuelles qui impactent les enfants de façon plus sournoise. Les personnels de l'éducation nationale, en dehors des personnels du pôle médico-psychosocial, ne sont pas formés pour interroger les enfants victimes ni leurs parents. Mais ils connaissent bien les familles et ont parfois suivi plusieurs enfants de leur fratrie. Ils peuvent être alertés par un fléchissement des résultats scolaires, une modification de comportement et demander l'avis des personnels médico-psychosociaux. Le rôle des personnels médicaux, infirmiers, psychologues, au sein des établissements, permet plus que partout ailleurs de repérer les situations de violence et de les analyser, violence conjugale, violence psychologique, punition inadaptée, exigence scolaire inadaptée, abandonnisme, carence éducative, carence de soins. Le repérage d'une maltraitance peut également se faire au décours d'une consultation systématique. Lorsqu'on reçoit un enfant seul en consultation, en instaurant un climat de confiance, la parole se libère plus facilement. Mais le conflit de loyauté, la peur de ce qui peut arriver au décours des révélations peut également la freiner. Si l'enfant est reçu en consultation avec ses parents, outre le langage non verbal de l'enfant et des parents, les relations existantes entre parents et enfants peuvent être un signal d'alarme. En cas de doute de maltraitance, une recherche de signes évocateurs se fera en passant par les résultats scolaires, par le climat familial, la qualité et quantité de sommeil,
les repas pris en famille, l'alimentation, le déroulement des devoirs à la maison, l'importance donnée aux résultats scolaires, les éventuelles sanctions qui peuvent en découler. On vérifiera l'existence ou non de moments agréables partagés, de dialogue ou non entre parents et enfants, de la nature des punitions, l'exigence scolaire et les réactions lors de l'annonce des notes. Malgré la question systématiquement posée, parce qu'on la pose, t'a-t-on fait du mal ou quelque chose que tu ne voulais pas qu'on te fasse? Ou encore as-tu été déjà mal à l'aise avec une personne de ton entourage? Pourquoi? Nous obtenons rarement des révélations verbales, et celles-ci portent sur les violences psychologiques ou physiques, et encore bien plus exceptionnellement sur des violences sexuelles dont on connaît pourtant la fréquence. C'est bien dans le cadre d'un entretien interrogeant l'intimité des familles que pourra se révéler des violences non visibles, qui ne sont pas toujours interrogées par le médecin de famille, qui connaît depuis longue date les membres de la famille. Je finis. Malheureusement, le nombre de médecins, d'infirmières, de psychologues n'est plus suffisant à l'éducation nationale et les bilans systématiques devraient être plus facilement, dont devraient bénéficier les élèves où qu'ils habitent, ne sont pas faits. Donc nous manquons de personnel, évidemment, intérieur de l'éducation nationale comme à l'extérieur. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais si on veut pouvoir laisser le temps aux échanges. Madame le docteur Van Pin pour les médecins de PMI. Non, excusez-moi, j'ai pas repéré le... Ah, pardon. Oui, bonjour, je vous remercie de votre invitation au Syndicat national des médecins de PMI que je représente en tant que vice-présidente. Le thème de notre prochain colloque qui va se dérouler en novembre a pour sujet la PMI entre prévention en santé et protection de l'enfance. Vous comprenez combien nous sommes investis dans sur ce sujet-là. La PMI participe à la promotion de la santé et à la protection de l'enfance. Ses missions figurent au Code de la santé publique. Il s'agit d'une politique de santé publique ayant des finalités propres de promotion de la santé, incluant celles relatives à la prévention en protection de l'enfance. La PMI travaille donc ainsi à promouvoir la bonne santé globale des enfants, physique, psychique, sociale, affective, éducative et environnementale. L'accompagnement, le soutien des parents, dès la grossesse et jusqu'aux 6 ans de l'enfant, y compris auprès des adolescents ensuite, et des jeunes femmes et des femmes enceintes, se tissent lors des actions de prévention, des consultations, des vaccinations, des bilans de santé, des actions collectives d'éducation à la santé, par le dépistage et le diagnostic des maladies et des handicaps, par l'orientation des familles dans le parcours de soins. Émaillant le développement de l'enfant et l'exercice de la parentalité, la survenue de situations de risque ou de danger est susceptible d'affecter certains enfants et d'être repérés dans le cadre de leur suivi de santé, tout comme des situations de maladie chronique ou de handicap. Le dépistage, l'accompagnement, voire le signalement de circonstances de risque ou de danger est inhérent à la pratique de prévention. Au fil du temps, les professionnels de PMI ont en effet affirmé leur connaissance des besoins de l'enfant et de son développement et ont progressé dans le repérage précoce des situations à risque de maltraitance. Ils ont développé des prises en charge interdisciplinaires avec de nombreux partenaires. Je ne citerai que certains, maternité, hôpitaux, médecine de ville, mode d'accueil, santé scolaire. Grâce à ce travail préventif concerté, bien des situations ont trouvé des réponses sans recours à la judiciarisation, tout en préservant le bon développement des enfants au sein de leur famille. Mais parfois, l'intérêt de l'enfant commande l'appel aux mesures administratives ou judiciaires de protection. Les services de PMI interviennent donc en prévention. Leurs actions sont orientées vers la promotion globale de la santé dès la période périnatale. Les soins préventifs, l'observation et l'accompagnement de l'enfant et du lien à ses parents sont une prévention efficace des défaillances potentielles pouvant conduire à un risque de danger pour l'enfant. Prévenir, ce n'est pas seulement éviter, ce n'est pas non plus empêcher, c'est permettre que la question existe et qu'une transformation survienne, ce qui, autour de la naissance, sous-entend la mobilisation du père, de la mère et aussi à sa mesure de l'enfant. Prévenir, c'est donner le temps qu'il faut, avec l'accompagnement qu'il faut, à ce qui est en train de surgir, pour que cela ne soit pas pire, ou que cela ne se répète pas, ou que cela ne se cristallise pas. Le temps, les moyens, bien entendu. Les médecins de PMI et de santé sexuelle, au sein des services de PMI, mènent des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes gens, des futures mères et des enfants jusqu'à 6 ans et leurs parents,
Ils participent aux missions de protection de l'enfance dans leur cadre de leurs différentes activités. Et très rapidement, je les cite, les consultations de santé sexuelle, les consultations de suivi préventif des femmes enceintes, les consultations médicales de suivi des jeunes enfants jusqu'à 6 ans, les bilans de santé en école maternelle, l'accompagnement vers les modes d'accueil et la scolarité, l'accompagnement et la parentalité. Le repérage des situations à risque doit avoir comme objectif Je vais demander de conclure, madame. la mise en place des mesures d'accompagnement adaptées à la situation relevant du soutien à la parentalité. Le soutien à la parentalité regroupe l'ensemble des dispositifs et des actions mises en œuvre pour aider les parents. Bien entendu, je pourrai répondre aux questions. Excusez-moi. Merci beaucoup. Non, je sais, c'est très frustrant, mais après aussi pour que mes collègues puissent vous interroger. Il nous reste donc une dernière prise de parole. Je ne sais pas qui de mesdames Grousset ou Dip souhaite intervenir pour le syndicat national des médecins scolaires et universitaires. Oui, donc je vous remercie. Donc Jocelyne Grousset, donc je suis co-secrétaire générale du syndicat national des médecins scolaires et universitaires. C'est pas facile de parler la dernière, mais ce que je vais redire par rapport à ce que dit Patricia Colson, c'est que la protection de l'enfance est bien une des priorités des médecins de l'éducation nationale, parmi les très nombreuses missions qui leur sont confiées. Cette mission de protection de l'enfance, mais ça a déjà été dit, mais je tiens à réinsister là-dessus, on peut l'avoir à deux niveaux. Un niveau, je dirais, individuel, avec la stratégie de repérage et après de prise en charge par les différents partenaires qui ont déjà été cités, mais aussi par la dimension de prévention. Et je pense qu'on doit aussi s'interroger sur le développement des compétences psychosociales, dès la maternelle, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, maternelle, école primaire, collège, par des stratégies qui remettent aussi en cause l'implication des enseignants dans cette dimension d'éducation à la santé. Et puis, une dimension dans l'accompagnement du développement de l'enfant avec de la guidance parentale, en tout cas de l'accompagnement à la parentalité. Il y a une très forte demande au niveau des écoles de la part des parents. Après, on ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau de l'école. Ça a été dit par les collègues, ça a été en creux dit par MG France, c'est-à-dire qu'on est peu visible au niveau des écoles. Et je vous renvoie au rapport au Parlement sur le devenir de la médecine scolaire et sur les politiques de santé à l'école. Le nombre de médecins scolaires est probablement autour de 700, avec une liste de missions pléthoriques, et notamment de missions institutionnelles qui nuisent complètement aux missions de santé de l'enfant, dont la protection de l'enfance. Voilà, et je vais m'arrêter là, je pense qu'on développera après. Merci. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant, notamment sur les missions institutionnelles, qu'on comprenne bien ce qu'il faudrait éventuellement arbitrer, j'allais dire. Alors moi, j'ai deux questions pour démarrer avant de laisser un collègue de chaque groupe intervenir. Ma première question, c'est le secret professionnel, vous l'avez un petit peu évoqué. Moi, je plaide pour un secret partagé entre tous les professionnels pour essayer d'accueillir correctement les enfants. On a vu notamment des enseignants un peu démunis, avec une enseignante malheureusement qui a été au tribunal parce qu'un enfant de sa classe a défenestré une autre petite fille. Or, cet enfant, on savait qu'il avait déjà défenestré un enfant. Donc, je me dis comment on peut essayer de mieux partager pour mieux accueillir ces enfants-là, pas pour les stigmatiser, mais pour mieux les accueillir. Il aurait juste fallu en fait qu'on mette cette classe au rez-de-chaussée plutôt qu'au premier. C'est aussi ça qu'on pourrait faire pour essayer d'accueillir comme il faut. Donc ça, c'est ma première question. Comment on fait respect secret professionnel et protection de l'enfance? Et après, la deuxième question, c'est on constate une augmentation des placements depuis plusieurs mois. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que c'est la parole qui se libère des enfants? Est-ce que c'est une meilleure détection parce que les professionnels ont été plus sensibilisés? Ou alors, est-ce que c'est une montée des violences auprès de ces enfants-là? Voilà, je vais dans un... Alors, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent mon exercice, on va faire intervenir donc les collègues de chaque groupe, pareil que vous, pendant 2 minutes, mais eux, ils sont habitués, et puis ils savent qu'il y a le chronomètre derrière moi, on le met aujourd'hui, comme ça, vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui bouge les trucs. Dedans, avec des questions, après, on vous laissera réintervenir et on pourra rééchanger par la suite. Isabelle, je te laisse te mettre plutôt de ce côté-là, comme ça, tu es en face de nos participants. C'est plus agréable pour tout le monde. Bienvenue, Isabelle.
Je passe la parole en premier à Michel Perron pour le groupe Renaissance. Oui, bonjour à vous toutes et monsieur, bonjour. Dans cette audition, évidemment, la jante féminine l'emporte souvent, mais merci monsieur d'être là, parce qu'il y a beaucoup de professionnels masculins, je tiens à le souligner, qui quand même s'investissent pour les enfants. Donc Michel Perron, député de Seine-et-Marne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales et également de cette merveilleuse délégation toute jeune qui a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, je suis l'auteur d'un rapport Sauver la PMI. Merci d'avoir en très peu de temps listé tout ce qui incombe à la PMI. Et j'ai beaucoup apprécié aussi toutes les interventions des personnes qui se sont succédées. Donc moi, ce que j'ai relevé déjà, la PMI, c'est le début de la vie. Donc il faut mettre plus que les bouchées doubles. Si vous avez lu les préconisations de mon rapport, il faut la sauver, il faut continuer à la sauver parce que c'est pas fini, loin de là. Et ensuite, après l'âge de 6 ans, où les enfants, pas tous malheureusement, ont été vus par la PMI, et il faut que ça soit davantage d'enfants vus. Il y a donc l'école primaire à partir de 6 ans, et là c'est vrai que un manque de ressources humaines évidente dans les professionnels de santé, infirmières et médecins, c'est sûr, et on ne voit pas tous les enfants, on ne les voit plus. La dernière visite médicale est faite par les infirmières puéricultrices dans la plus grande partie du territoire, et très bien par le bilan de santé en école maternelle, mais c'est 3-4 ans, et ensuite à 6 ans. Voilà, donc je suis tout oui, parce que je sais que ma présidente, elle sait que je parle beaucoup. Alors, manque de RH. C'est pour ça que je t'ai fait un petit signe. Oui, oui, j'ai pas vu, mais j'ai entendu une espèce de bruit. Prévention, formation des enseignants dès la maternelle sur les enjeux médico-sociaux auxquels ils sont confrontés, et il ne faut pas qu'ils soient démunis, et c'est ce qu'ils sont généralement actuellement. Également, j'ai relevé quand même, Madame Bayard, que vous étiez satisfaite de notre ministre de la Santé concernant la remise à niveau, donc concernant, et j'en dirai pas plus parce que sinon je vais m'étendre trop. Et j'ai pas de questions à vous poser, par contre je suis tout oui, et voilà, merci. Merci beaucoup. Madame Parmentier, c'est vous pour le Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé. Je vous remercie d'être présents devant notre délégation aujourd'hui, et je vous remercie pour les propos très intéressants et très instructifs que vous venez de prononcer. Vous jouez un rôle essentiel, évidemment, dans cette mission vitale. Chaque situation de danger identifiée ou suspectée mène à une même problématique, celle du signalement. Lorsque rien n'est fait, effectivement, on entend souvent la peur de se tromper, d'accuser à tort, ce qui peut briser aussi des vies. La peur de s'ingérer dans la vie des autres, la peur d'une vengeance de l'agresseur, et parfois le conflit de loyauté dont vous parliez tout à l'heure, en effet. Comment rassurer, selon vous, ceux qui hésitent à signaler ? Avez-vous identifié des initiatives, des politiques en la matière, peut-être pratiquées à l'étranger, qui mériteraient que l'on s'en inspire pour améliorer le repérage des violences sur mineurs ? La pénurie de médecins scolaires, vous l'avez évoqué aussi, de personnel médical dans les établissements constitue un frein, tout comme l'absence de formation ou de formation suffisamment complète pour les professionnels au contact des mineurs. Comment y répondre de manière satisfaisante ? Pensez-vous que l'outil numérique soit suffisamment exploité et les politiques publiques menées en la matière suffisamment ambitieuses ? Comment expliquer, malgré tous les efforts concertés, que dans de si nombreux cas, souvent malheureusement relayés par les médias, on passe à côté de... comprenez-moi bien, tristement relayés par les médias, pas malheureusement relayés par les médias. On passe à côté de situations non détectées, si graves et si glaçantes, et qui parfois durent depuis des années et passent sous tous les radars. Je voudrais aussi demander à l'infirmière scolaire que vous êtes, madame, si vous êtes suffisamment entendue par les responsables de l'établissement, parce que j'ai parfois, moi, des remontées de terrain d'infirmières qui se plaignent de l'inverse.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Martin pour le groupe des Républicains. Merci, Madame Goulet. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Alors, la présidente Goulet a donné des chiffres tout à l'heure qui sont accablants et particulièrement préoccupants, des violences faites aux enfants et des violences sexuelles en particulier. Alors, il y aurait tant de sujets que j'aimerais évoquer avec vous tous aujourd'hui, mais en tant que présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales, bien sûr, je vais venir sur ce sujet. Au fil des auditions que nous avons pu réaliser dans ce groupe d'études, et bien sûr avec l'idée que protéger les enfants contre toute forme de violence est une responsabilité collective et un devoir absolu, nous avons soulevé au moins 2 écueils. Vous avez parlé, Madame, de systèmes cloisonnés et de faiblesse de la formation continue. Effectivement, nous prônons une meilleure mise en réseau de tous les partenaires, de tous les acteurs qui luttent contre les violences intrafamiliales. Ces réseaux dédiés à la prévention et à la lutte contre toutes ces formes de violence est indispensable. La communication et la coordination sont des éléments clés pour assurer leur efficacité. Les acteurs doivent être en mesure de partager des informations. Vous parliez tout à l'heure, Madame la Présidente, de secret médical partagé, et de coopérer pour répondre rapidement et efficacement aux situations de violence intrafamiliale. Alors, il y a beaucoup d'initiatives locales qui existent, mais pourquoi pas l'ériger en doctrine nationale. Et puis, effectivement, vous tous, professionnels de santé, infirmières, psychologues, médecins, dont le manque est criant dans nos établissements scolaires, vous suivez une formation. Est-ce que vous pensez que cette formation vous est suffisante? Voilà, ce sont les 2 questions que je voulais, en tous les cas, les 2 remarques que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la mise en réseau et la formation. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Madame Santiago. Oui, tout d'abord, m'excuser pour mon retard. L'agenda est un peu compliqué et donc j'enchaîne. Alors, je me permettrai juste d'échanger avec vous avec ces excuses, bien évidemment, comme je l'ai évoqué, n'ayant pas entendu vos propos. Il me serait tout à fait déplacé de faire l'intervention que j'aurais pu faire initialement, mais ma collègue présidente Perrine Goulet de notre délégation a eu la gentillesse de me passer un petit mémo rapide de ce qui avait été évoqué. Donc, du coup, je me permettrai juste, quelques questions. Pour ma part, avant d'être parlementaire, j'ai été vice-présidente d'un département chargé de la protection de l'enfance pendant 12 ans. Donc 2 fois reconduite sur cette fonction. Et avant, très longtemps, adjointe au maire, chargée de la petite enfance. Donc je ne suis pas une spécialiste, mais en politique publique, j'ai identifié en tout cas de nombreux problèmes. Et j'aimerais avoir votre avis. Tout d'abord, l'accès, au-delà de tous les constats que vous avez pu évoquer, il y a une problématique qui me semble majeure, c'est qu'il faut qu'on se batte tous ensemble, je pense, y compris les organisations syndicales, pour que la formation soit la base, en fait, de la question des travailleurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, une formation d'éducateur spécialisé ou autre ne peut pas permettre d'arriver en protection de l'enfance, par exemple, ou d'être en capacité, on peut travailler dans une EHPAD, on peut travailler dans un IME, on peut travailler en protection de l'enfance. Prendre en charge des enfants dont nous savons qu'ils ont des psychotraumas graves, des problématiques et des pathologies qui peuvent être diverses. Un trauma parce que carencé ou maltraité par les parents font une spécificité du métier qui nécessite une formation importante. Déjà qu'on n'a pas de normes encore à ce stade d'encadrement, si on y ajoute des professionnels qui, avec leur bonne volonté, n'ont pas forcément tous les acquis, je dirais, en compétences, c'est un peu comme si on s'occupait des enfants, et c'est le cas pour beaucoup de monde, sans connaître les besoins fondamentaux d'un enfant, ni le fait de comment bien grandir. Donc, du coup, j'aimerais avoir cet aspect-là sur votre vision, parce que je pense que la base, c'est la réforme de la formation de l'ensemble de ces politiques-là, qui amènent à une vie professionnelle, et y compris à sa revalorisation, bien évidemment, parce que dans le secteur médico-social, c'est important. Et aussi... Je finis la dernière question, c'est que j'ai vu aussi parfois beaucoup de résistance quand j'ai voulu changer beaucoup de pratiques dans les professionnels, parce qu'en fait, on reste tous très cloisonnés en France, et que je crois que là, tout le monde doit faire un effort plus que partagé pour que l'avenir soit vraiment celui des enfants.
Donc j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Pour conclure ce premier tour de table avant de vous réécouter, Madame Francesca Paschini. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à tous les participants. Alors moi, je suis arrivée malheureusement en cours de route comme ma collègue Isabelle. J'étais enseignante avant d'être élue et je partage avec vous le constat que tout comme les PMI, l'école est quand même un lieu de repérage important de potentielles violences. En ce moment, nous sommes en train de voter des amendements au projet de loi de finances sur la mission enseignement scolaire et cet après-midi, on va d'ailleurs voter des amendements concernant la médecine scolaire. Donc on sait tous qu'il n'en reste pas grand-chose et que c'est tout à fait insuffisant. Donc bien entendu, les réponses qui nous sont apportées en nous disant que ce n'est pas la faute d'avoir du budget, mais que c'est plutôt la faute d'avoir des personnes qui sont volontaires pour pouvoir être médecins et infirmiers ou infirmières scolaires. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis aussi, je me questionne sur d'éventuelles pertes d'informations qu'on pourrait avoir à chaque fois qu'un enfant change d'école. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que toutes les informations soient bien transmises à l'école vers laquelle l'enfant se dirige et que rien soit perdu, parce que plusieurs fois, tout au long de ma carrière d'enseignante, j'ai vu des informations se perdre d'enfants qui étaient en situation d'errance d'une école à l'autre, d'un département à l'autre, et Dieu sait que c'est vraiment quelque chose de compliqué à récupérer et que souvent ça repose vraiment exclusivement sur la bonne volonté des directeurs et directrices d'école et des enseignants qui vont à la pêche aux informations. Donc je me questionne sur quel outil on pourrait avoir pour que toutes les informations soient bien transmises. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de refaire et vous répondrez à ce que vous avez envie de répondre chacune et chacun en ajoutant ce que vous souhaitez. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des propositions d'amélioration concrètes, à nous en faire part, sur lesquelles c'est aussi important de parler concret, parce que j'entends les problèmes au niveau des écoles, de la filière médico-sociale. Sauf que d'après ce que j'ai compris, c'est pas un problème d'ouverture de poste, c'est un problème de personnes qui viennent postuler aussi sur ces postes-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des propositions pour améliorer, ou nous dire ce qu'il faudrait faire pour qu'on redonne envie de venir à l'éducation nationale. Je vous propose de commencer du coup par l'autre bout cette fois-ci. Mesdames Grousset, Dip, laquelle veut... Allez-y, je vous laisse la main et après on fera dans l'autre sens. Merci. Donc voilà, Mechtilde Dip, médecin à l'éducation nationale. Alors, je vais essayer de balayer plusieurs points que vous avez soulevés. Le premier, c'était sur le secret médical. Pour les remontées de terrain que nous avons, au niveau des médecins de l'éducation nationale, le secret médical et la rupture de ce secret en suivant les contraintes réglementaires ne posent pas de problème particulier, que ce soit pour la transmission d'informations aux cellules de recueil ou que ce soit au parquet. Et pas non plus de remontée particulière de difficultés à l'interne au sein des équipes. Nous, on défend quand même ce secret médical comme protecteur pour le patient. Ceci étant, on partage des informations, uniquement celles qui sont nécessaires à la compréhension d'une situation, dans le respect de l'intimité du jeune patient, de sa famille. Donc voilà, pour les collègues médecins, en tout cas, on n'a pas de remontée de difficultés particulières à ce niveau-là. Et ça ne pose pas question pour les médecins de l'éducation nationale que c'est un devoir pour nous de signaler à la justice et donc au parquet toutes les situations de violences sexuelles des enfants en particulier. Non. Le deuxième point, c'était l'augmentation des placements.
Quel est notre ressenti par rapport à ça, en tout cas sur l'origine? Notre analyse à nous, elle rejoint celle de d'autres professionnels autour de la santé de l'enfant. C'est plutôt une fragilisation de situation familiale et sociale accrue depuis les confinements, qui nous donne l'impression que voilà, on arrive à des situations qui sont délitées, avec une violence accrue, et puis aussi l'absence de réponse d'aval. C'est-à-dire que quand on ne peut pas mettre en place les mesures d'aide éducative, parce que les délais d'attente, comme sur mon secteur de travail par exemple, sont de 18 à 24 mois, c'est sûr que pendant 18 à 24 mois, les situations dégringolent et qu'on en arrive à des situations de placement. Après, il y avait la question de la formation continue des professionnels. Alors évidemment, pour nous, ça c'est une revendication, formation des médecins. C'est évident, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des éducateurs, vous l'avez dit. Aussi probablement du corps enseignant, puisque les premiers à avoir et à rencontrer les enfants sont les enseignants, en particulier dans le premier degré. Et je voulais insister là-dessus. Dans le premier degré, actuellement, il n'y a pas d'assistants sociaux à l'éducation nationale. Et il n'y a pas de poste pour ça, pas de poste ouvert d'assistants sociaux en charge du premier degré. Et il n'y a pas, ou très peu, à la marge, et il n'y a pas non plus de présence continue de personnel infirmier. Les infirmiers viennent ponctuellement dans le premier degré, sur des missions et des calendriers spécifiques. Voilà. Donc l'enfant, dans le premier degré, il a comme interlocuteur principal son enseignant. C'est tout. Donc la formation continue, oui. Il y avait aussi la question dans les recommandations de la Civise du questionnement systématique des enfants. Alors je pense que c'est de plus en plus pratiqué par les professionnels sur le terrain, mais on n'est pas trop aidé par notre institution. Ça rejoint aussi le problème des systèmes d'information. On a un logiciel métier développé par l'Éducation nationale pour les médecins qui s'appelle Esculap, qui est une application en ligne. Et si vous regardez comment se déroule le questionnaire suggéré par Esculap, il n'y a pas de questions sur les violences intrafamiliales et pas de questions sur les violences sexuelles. Donc ça, c'est des choses toutes simples à changer. C'est une ligne sur un logiciel, une application métier. Je vous laisse encore 50 secondes, et puis après, je donne Merci. aux autres. Oui, je vais très vite. Sur cette application métier, il n'y a pas d'échange de cette application métier avec les outils informatiques à l'éducation nationale utilisés par les infirmiers. Et il n'y en a pas avec les outils informatiques des psychologues. Donc en fait, nos outils sont cloisonnés et on ne peut pas échanger d'informations, on n'a pas de dossier commun. Voilà. Donc quand on disait qu'il y avait une perte des informations d'une école à l'autre, oui, mais même entre les professionnels qui interviennent dans la même école. Pour illustration, je suis en poste et donc j'ai un secteur de 40 000 élèves. Donc 40 000 élèves, vous pensez bien que je travaille avec une dizaine de psychologues, une cinquantaine d'infirmiers, et donc je ne vois pas comment je pourrais, s'il n'y a pas des logiciels métiers adaptés, faciliter ce travail de repérage. Voilà, ça c'est des outils, vous vouliez des outils concrets. Voilà. Ouais, merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors vous l'avez vu, j'ai laissé 5 minutes pour la réponse, compte tenu qu'on a été sage jusque maintenant, que chacun, voilà, pour qu'on puisse avoir vos retours. Je laisse la main côté PMI. Il faudrait ouvrir votre micro, madame. Absolument. On aurait envie de répondre un peu à toutes les questions fort pertinentes qui ont été posées. Alors, tout d'abord, effectivement, Mme Perron, vous avez raison, la PMI, elle agit très précocement, elle doit le faire en prévention, elle doit disposer pour cela de temps et de moyens humains pour le faire, parce que c'est effectivement très chronophage, cette période de la vie. Et on pense très sincèrement que intervenir très tôt auprès des familles, voire même pendant les grossesses et même avant, au moment du choix de la grossesse, contraception, IVG, etc., permet effectivement de lutter efficacement contre d'éventuelles futures maltraitances. Donc ça,
tout à fait d'accord. Pour ce qui est du comment fait-on pour voir tous les enfants le plus précocement possible, c'est effectivement utiliser les outils dont nous disposons du fait des missions de la PMI. Donc l'ensemble des missions que je ne reprends pas parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Bilan de santé en école maternelle, ce serait effectivement très intéressant que ce soit effectué de façon systématique et pour tous les enfants scolarisés. Le suivi médical régulier, comment faire en sorte qu'on ait bien évidemment la possibilité de savoir si tous les enfants ont bien eu leur visite médicale, leur suivi médical régulier. Peut-être que l'outil en termes de levier, l'outil certificat de santé, celui du 9e mois, celui du 24e mois, qui est fait avant donc la scolarisation de l'enfant, peut-être faudrait-il l'utiliser. Il est très sous-exploité, cet outil-là, mais il pourrait permettre effectivement de tracer comme ça, excusez-moi du terme, il n'est pas très sympa, mais le suivi médical des enfants et la lecture du carnet de santé, en général, permet assez rapidement de voir si un enfant il bénéficie d'un suivi médical, les vaccinations, etc., les apports de traitement, etc. Quand même, très rapidement, je voudrais quand même parler, vous avez parlé des secrets professionnels. Comment permettre aux médecins qui le souhaitent, aux médecins et aux autres professionnels de santé, mais là il se trouve qu'on parle des médecins plus particulièrement dans les recommandations de la Civise, de signaler de façon, on va dire, sécure et sereine. Voilà. Moi, je ne pense pas que le secret médical soit un obstacle à ce signalement et à cette protection des enfants. Par contre, les leviers pour permettre aux médecins de signaler dans des conditions correctes, c'est de toujours pouvoir avoir recours à un conseil, une personne ressource dans les services départementaux, dans les institutions. Il doit y avoir des personnes ressources qui, techniquement, sont en mesure d'accompagner, de rassurer les médecins, de les conseiller. De toute façon, tout professionnel, aussi expérimenté soit-il, aura toujours bénéfice à partager en équipe ce qu'il pense, à partager avec des pairs ses inquiétudes, ses soupçons. Donc vraiment, allons complètement dans cette voie-là, mettons en place ou permettons que ce qui existe, les médecins des CRIP, les médecins référents de protection de l'enfance dans les départements, tous ces lieux-là, toutes ces personnes ressources sont absolument indispensables. L'encadrement hiérarchique peut aussi être une aide très, très importante. Et pour les médecins de ville, on va dire, plus isolés, il y a des médecins référents dans les hôpitaux et il y a des médecins dans les CRIP. Donc ça, c'est important de pouvoir y faire recours. La formation, c'est indispensable. Et elle doit être continue, initiale et continue, parce qu'une évaluation... Alors, en PMI, c'est plus des situations à risque que nous repérons, plutôt que des signes, même si il peut y en avoir, bien évidemment, et que là, on ne doit pas hésiter, et on doit bien les reconnaître. Mais un travail d'évaluation... Ça nécessite une solide pratique médicale pour ne pas passer à côté d'une pathologie. C'est la formation médicale régulière. Il faut être en lien avec un réseau. Donc j'ai cité les maternités, les hôpitaux, la psychiatrie, la pédopsychiatrie, très important, les modes d'accueil, etc., la santé scolaire, bien évidemment. D'avoir des temps de partage de dossiers réguliers. Le premier niveau, c'est le médecin, la puéricultrice, mais ça peut être tout autre entre pairs, tout autre... façon de le faire, toute autre personne, ces temps de liaison qui permettent effectivement d'accrocher et de formaliser ces inquiétudes et ces soupçons qu'on pourrait avoir. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Tout à fait. Et donc, alors je vais simplement conclure en disant que le diagnostic d'une situation de maltraitance, c'est le croisement entre le repérage des situations de facteurs de risque ou des périodes de vulnérabilité, c'est l'observation clinique de l'enfant, encore faut-il y avoir accès, et comment on a accès à l'enfant, il faut pouvoir multiplier ces choses-là, l'analyse de la relation avec ses parents et la confrontation des regards avec d'autres professionnels. Merci beaucoup. Je suis désolée d'avoir ce rôle compliqué. Pour le SNAPSPEN, s'il vous plaît, allez-y.
choses qui ont été dites et je vais revenir simplement sur le secret médical versus secret professionnel parce que je crois, Madame Goulet, que vous insistiez aussi sur le partage d'informations avec l'école. Les médecins que nous sommes, et je pense qu'on n'est pas les seuls, les psychologues et les infirmiers sont aussi formés, qui travaillons pour l'éducation nationale, nous sommes formés quand même à pouvoir dispenser les informations indispensables à la compréhension des situations, tout en gardant pour nous le secret de famille, de vie privée. Mais on a un exercice tout à fait particulier de conseiller technique pour que justement soit pris en compte ce qui doit l'être pour que l'accueil de l'enfant soit sécurisé. C'est ça le partage. Le secret médical et le secret professionnel diffèrent. Et nous, en tant que secret médical, nous avons un rôle d'informer sans tout à fait tout dire et en réservant ce qui doit l'être réservé. Ça, c'est la première chose. La nécessité de travailler en réseau avec les partenaires, ça semble évident. Nous, ce qui nous pose problème à l'éducation nationale, et ce qui manque aussi à l'attractivité du métier ou peut-être de médecin et d'infirmier, outre les salaires qui sont les plus bas de toutes les professions, que ce soit infirmière ou médecin, nous avons les professions les plus mal rémunérées. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Oui, il y a des postes, mais tant que nous sommes rémunérés comme nous le sommes, il n'y aura pas de recrutement, on l'a déjà longuement dit. Ce qui nous manque aussi, c'est une organisation en termes de services de santé scolaire repérés, organisés, pour faire en sorte que les équipes et les professionnels, chacun dans leur positionnement, puissent agir suivant leur formation et qu'on soit la réelle interface coordonnée avec les acteurs de l'extérieur. Que ça ne parte pas dans tous les sens, que chacun fasse ce qu'il veut et comme il peut, parce qu'on est tellement peu nombreux qu'on doit être réorganisé en services de santé vraiment au plus près des bassins de vie, avec des centres médicaux, des centres de santé scolaire, où chacun peut d'abord se concerter, échanger. Ça semble indispensable. La formation, oui, tous les professionnels doivent être formés, notamment aux besoins élémentaires d'un enfant. Hein, la pyramide de Maslow, oui, il faut que tout le monde sache les besoins essentiels des enfants et repère quand ces besoins essentiels ne sont pas respectés. Après, je reviens sur quelque chose que mes collègues ont dit qui est essentiel, la perte d'information. Nous sommes très en retard au niveau des systèmes d'information numérique. Et le carnet de santé numérique qui pourrait être accessible à tous les professionnels de santé permettrait une traçabilité de l'histoire clinique de l'enfant, même si les choses, quand elles ne sont pas mises sur ce carnet de santé, ou ce carnet de santé n'est pas ouvert, ou on voit les hospitalisations, on voit certaines choses sur les carnets de santé, c'est l'alerte maximum. Or là, il n'y a aucun partage d'informations, déjà entre les propres professionnels à l'éducation nationale, mais alors à l'extérieur, et en changement de professionnels, de bassin d'éducation, nous perdons tout. Et c'est dramatique parce que ces familles qui sont en difficulté, fragilisées et maltraitantes sont souvent nomades, très souvent nomades. Donc, il faut vraiment qu'on mette ce carnet de santé numérique ou tout autre système d'information partagé dans le respect des prérogatives de chaque professionnel et que ce respect permette une réelle protection de l'enfant, ce qui n'est absolument pas le cas. Merci beaucoup. Alors, j'en étais là. Je laisse la parole à nos collègues d'MG France. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, Florence Lapica pour MG France. Donc, je vais rejoindre effectivement ce qui a été dit sur la nécessité du travail d'équipe, la question qui était comment rassurer ceux qui hésitent à faire des signalements. Je crois que c'est vraiment le travail d'équipe qui va permettre ça. Si on est isolé, si on est seul, c'est sûr que c'est plus difficile de faire des signalements. Il faut être vraiment proche de la PMI, proche du réseau de proximité qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les familles
familles en difficulté. Lorsque l'on fait actuellement des signalements, on a dans une très grande majorité des cas peu d'informations dans la suite, peu d'informations sur ce qui finalement, ce qui a abouti, ce qui n'a pas abouti, qu'est-ce qui se passe derrière. Et je crois que ça, c'est vraiment indispensable si on veut aider, si on veut aller jusqu'au bout dans les familles. Ben, il faut qu'on puisse avoir les informations. Alors ça rejoint effectivement le partage du secret médical. Je crois qu'il faut que ce soit fait en bonne intelligence et que ce soit fait dans un réseau de proximité de gens qui connaissent très bien la famille et qui soient bien sûr voilà, en respectant les règles, mais c'est évident qu'on a tout intérêt à partager de l'information pour pouvoir aider ces familles. Quand il était question de savoir si ce genre de situation augmentait actuellement, je crois qu'il a été tout à l'heure évoqué les fragilisations des situations sociales et familiales, et je pense que c'est vrai, on est tous confrontés à ça, et on voit bien dans nos cabinets que les familles sont de plus en plus en difficulté, il y a d'énormes difficultés sociales, et donc médico-sociales qui vont avec. La question des ruptures tout à l'heure, il y avait les ruptures de parcours dans les changements d'établissement. Nous, on est beaucoup confrontés aux ruptures de parcours de soins et c'est aussi quelque chose qui va beaucoup fragiliser les repérages parce qu'on ne va pas repérer lors d'une première consultation, ça va se faire dans un suivi au long cours et puis c'est comme ça qu'on repère et c'est comme ça que les enfants vont avoir aussi de plus en plus confiance en nous et si c'est des enfants qui peuvent changer sans arrêt de médecin et aller consulter une fois à droite, une fois à gauche, eh bien, c'est quelque chose qui va ne pas permettre des repérages dans un certain nombre de cas. Et puis, il a été question de la formation continue. C'est quelque chose qui nous est très cher et qui est très importante pour toutes les professions, et y compris, bien évidemment, pour la profession de médecin. Et voilà, on a du mal à comprendre pourquoi elle est abandonnée actuellement par les institutions, les institutionnels. C'est vraiment très, très dommageable pour la profession. Merci. Merci à vous. Madame Massine. Non, je ne me réveille pas. Alors, il y a plusieurs questions par rapport aux infirmières. Alors, où en étais-je? Donc, le secret professionnel. Parce que nous, on ne parle pas de secret médical, ça c'est pour les médecins, nous on est en secret professionnel. Donc oui, il sera levé si, comme je vous l'ai dit précédemment, précédemment, si l'élève est en danger, naturellement qu'on fera une information préoccupante ou un signalement. On a quand même un secret partagé entre le médecin, les assistantes sociales. D'ailleurs, je suis étonnée qu'elle n'y ait pas ici, puisqu'on parle de protection à l'enfance. Je suis très très étonnée qu'elles n'aient pas été invitées, car après tout... Ah, dans l'autre partie. C'est pas parce que en fait, souvent elles interviennent après le repérage. C'est pas souvent l'assistante sociale qui détecte en premier lieu, surtout à l'extérieur. Je dis pas l'école. Ah, d'accord, parce qu'à l'école, c'est. Je dis pas l'école, mais à l'extérieur, donc elles seront dans le suivant. On les oubliera pas. Je vous dis, vous êtes les premiers. Et là, on a ciblé sur le repérage. Vous avez vu déjà comment vous êtes nombreux. Non, mais on les oublie pas. Elles seront dans la table ronde qui suit. Alors c'est super. Donc voilà, donc on fait le secret partagé avec les médecins, les AS, les psys. Voilà, on dit ce qu'on doit dire à l'équipe éducative, parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect de la vie privée des gens. On peut pas tout raconter. Voilà, c'est arrivé qu'il y ait eu des fuites aussi au niveau de l'équipe éducative. Je ne cite pas les professions en particulier, ça vient un peu de tout le monde. Donc voilà, on est quand même assez prudent par rapport à ça, par rapport au secret professionnel. Par rapport aux enfants en primaire, nous, depuis 2015, on a un dépistage infirmier obligatoire, c'est dans la 12e année, et sinon, pour aller en primaire, c'est si besoin est. Et le besoin est, eh bien, c'est les directeurs et directrices d'école qui vont venir et qui vont nous dire on a besoin de vous voir. Donc déjà, ça met un petit peu, comment dirais-je, un barrage, même si, voilà. Donc, alors qu'auparavant, on faisait des consultations infirmières au niveau des CE2, des CM2, voilà, ce que nous on considérait comme l'âge crucial, et ça nous permettait aussi de connaître les élèves très jeunes, d'instaurer un climat de confiance avec eux, de les repérer. Souvent, on repère déjà, tout petit, souvent ce qu'ils nous disent. Et on se dit, bon, pour l'instant, tu ne nous dis pas tout, mais bon, tu me connais, on va se retrouver en 6e ou en CM2. Et c'est là, parfois, où la parole se délie, parce qu'ils nous connaissent. Et là, depuis 2015, c'est un peu plus difficile, puisqu'on ne fait pas les dépistages, les consultations systématiques au niveau des primaires.
On fait beaucoup d'actions de prévention sur le sommeil, sur le consentement, mais ce n'est pas du tout la même relation que l'on peut avoir face à face avec un élève. Voilà. À un moment donné, c'est vous qui m'avez demandé si on était suffisamment entendu par les responsables de terrain. Ben, je vais vous répondre que tout dépend des chefs d'établissement, naturellement. Il y en a qui vont nous écouter, même trop, qui vont être intrusifs, qui vont prendre notre place, voilà, qui vont interroger l'élève, ils ne sont pas formés pour ça. Donc des fois, ça fait des redites, et on sait que dans les violences sexuelles, il faut éviter les redites. Donc même nous, quand on va et qu'on entend des propos, on va peut-être mettre même un frein en disant « Ok, on a compris », on dit, parce qu'on prend mot à mot ce que dit l'élève, et on s'arrête là, parce qu'on sait qu'il va être réinterrogé. Et nous, on ne veut pas qu'il soit traumatisé à force de répéter. Et donc ça, des fois, on a des... pas tous, heureusement, mais même des directeurs et directrices d'école, naturellement, ils croient bien faire, hein, mais qui font répéter comme ça l'élève. Donc, ils ont déjà dit au directeur d'école, ils vont nous le redire, ils vont redire peut-être des fois les centres sociaux de secteur, enfin voilà. Et c'est des traumatismes comme ça, et on sait qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà, donc ça dépend des personnes. Par rapport à l'attractivité de notre métier, il y a un nouveau phénomène qui arrive chez nous, et on ne pensait pas que ça allait arriver, c'est qu'il y a de plus en plus d'infirmières qui partent de l'éducation nationale. Le concours est assez difficile. La moyenne, à peu près, pour réussir le concours d'infirmière, il faut y avoir entre 15 et 17 de moyenne, sur 20, entre l'écrit et l'oral. Donc c'est assez difficile, il y a beaucoup de personnes, de collègues qui veulent... et puis une fois qu'elles arrivent sur place, eh bien, elles croulent sous le travail. Ils ne pensaient pas que c'était comme ça, en fait. Ils pensaient que c'était un petit peu plus cool qu'à l'hôpital, mais pas du tout. Il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup de responsabilités. On est face aussi, on est seul personnel de santé dans les établissements. On est conseillère en santé. On a des fois des freins aussi par rapport à ça. Tout le monde se croit médecin depuis qu'il y a des émissions de médecine. Tout le monde se croit chirurgien thoracique. Voilà. Et nous, on a du mal à faire comprendre qu'on va doucement quand même. Non, vous savez des choses, mais peut-être pas tout. Donc, et donc, elles sont face aussi à des missions qui sont rajoutées, comme le renouvellement des PAI, le projet phare. On dit, ben, vous allez être référente. Alors, OK, mais on n'est pas payé plus. Hein. Donc, entre le manque de CTI, on n'a pas le CTI, on n'a pas le Ségur. On appelle ça le CTI. On n'a plus nos primes de dimanche, etc. On a un salaire, oui. Donc, c'est pour ça qu'elles partent. C'est nouveau. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'il y a une infirmière pour, en moyenne, 1600-1700 élèves. Voilà, et je conclue. 1600 élèves secondaires ou tout confondu, primaire et secondaire? Alors, si on est en collège et secteur, ça sera 1600 élèves. Et si vous êtes en lycée, ça peut aller jusqu'à 2000 élèves. OK. Merci. Non, mais parce que j'aime bien être précis dans les chiffres. Merci beaucoup. Je laisse la place à l'AFPEN. Merci. Donc vous avez commencé en parlant d'une parole de Sylviane Jampineau. Les enfants ne savent pas à qui parler. Et pourtant, là, nous entendre, on est tous, bien entendu, préoccupés par ces situations et concernés. On voit bien que c'est un travail qui est un travail pluriprofessionnel. Et en même temps, on voit bien qu'on est chacun un peu dans son métier. Enfin, de ce qu'on peut entendre ici, on est parfois un peu cloisonné, un peu un travail en silo, c'est comme ça qu'on dit. Sur le terrain, en fonction des lieux, on arrive à se parler, on arrive à avoir des temps d'échange, mais pas suffisamment sur le plan institutionnel. Et on aimerait qu'on ait davantage de temps comme ça qui sont institutionnalisés entre déjà les différents professionnels ressources que nous sommes, et puis aussi comment faire avec, donc il y a nos collègues de la PMI et puis les médecins généralistes qui sont présents, mais c'est vrai que le travail avec l'extérieur de l'école, c'est aussi, voilà, sur quelle modalité? Point d'interrogation. Donc du coup, c'est un travail pluriprofessionnel et c'est vrai qu'on n'a pas non plus au niveau de partage d'informations. Donc les collègues psychologues partagent quand il est nécessaire les informations nécessaires à la situation. On ne partage pas forcément toutes les informations, mais nous, on est plutôt au contraire, on rencontre plutôt une inflation
dans les écoles, alors pas forcément autour des maltraitances ici, mais de bilans qui circulent beaucoup dans les écoles, de bilans psychologiques, d'évaluation. Et les enseignants sont très friands parce que ça rassure beaucoup de savoir éventuellement de quoi souffrent les enfants. Et donc on assiste à beaucoup de bilans qui se promènent dans les écoles et les enseignants souvent ne savent pas quoi en faire. Et du coup, moi, je rejoins certains de mes collègues qui disent que, eh bien, peut-être ce serait intéressant aussi que les psychologues puissent savoir partager sur le plan sécurisation des données avec un logiciel, avec une entrée qui serait une entrée spécifique pour les psychologues et où on aurait éventuellement avec nos collègues des partages d'éléments. Ça, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant et nos collègues, en tout cas dans le premier degré, sont assez favorables à ces propositions. Dans le premier degré, en effet, les assistantes sociales ne sont pas présentes, sauf Ville de Paris, par exemple, hein, dans certains endroits où il y a des délégations qui sont particulières. Voilà. En revanche, les psychologues sont bien présents, sont dans les établissements, sont bien repérés. Et c'est peut-être ça qui pourrait permettre, en tout cas, de favoriser peut-être l'écoute et la parole de l'enfant, c'est-à-dire pouvoir être suffisamment identifié par les acteurs, savoir qu'on peut avoir confiance, que quelqu'un est là. Alors c'est vrai que c'est une difficulté parce qu'on est un peu comme nos collègues infirmiers. La moyenne est à peu près de 1700-1800 élèves par psychologue. On est à peu près 3500 dans le premier degré. Et vous savez, il y avait un rapport, le rapport Moreau-Brison, qui date de 2016, qui préconisait, comme nos collègues européens, un psychologue pour 800 élèves. Donc on est quand même loin du compte. Et nous sommes beaucoup phagocytés par tout ce qui est l'école inclusive, qu'on appelle l'école pour tous aujourd'hui, où on nous sollicite beaucoup pour des évaluations, des bilans. Et du coup, on n'a pas forcément beaucoup de temps au niveau de la prévention. Et peut-être dernier petit point, si j'ai encore un peu de temps, c'est sur la question, mes collègues vont en parler aussi, c'est sur l'attractivité du métier. Je vais rejoindre mes collègues effectivement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'attractivité dans l'institution, c'est-à-dire on a beaucoup de missions. Le nombre de psychologues n'a pas changé depuis plus de 30 ou 40 ans. Or, la place de la psychologie dans la société a changé. On attend beaucoup d'elle. On est fortement sollicité dans les situations de crise, comme en ce moment. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est pas si simple que ça au niveau de la prévention. Et dernier point sur la formation. Oui, pour une formation continue, notamment. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'institution. J'ai pas eu une seule journée de formation continue vraiment spécifique en tant que psychologue dans le premier degré, ce qui est sans doute différent dans le second degré. Et puis, mais aussi, on est aussi formateur éventuellement pour l'institution. Et oui, pour une formation pour les enseignants dans leur formation initiale. Mais on demande beaucoup à l'enseignant et l'enseignant ne peut pas tout faire non plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis pour terminer ce premier tour de table, l'AFPEN. L'APSIEN. L'AFPEN vient juste de s'exprimer, oui. Autant pour moi. L'APSIEN, j'ai loupé la ligne. Pour l'APSIEN, nous allons parler à deux voix. Je vais faire première réponse et ensuite Madame Amici prendra la suite. Oui, c'est ce que j'avais compris. Merci. Donc le premier point, c'est le recrutement. Ah, pardon. Le premier point, c'est le recrutement. Alors, dans le second degré, les psychologues de l'éducation nationale, donc il y a un peu de monde au niveau... on a des candidatures au niveau du concours. Par contre, au niveau des personnels contractuels, c'est plus délicat. On peine à recruter. Et en plus, les appels à candidature arrivent tardivement. Et quand on a des collègues qui sont déjà nommés, qui pourraient être reconduits, en général, on les renomme le 31 août pour une rentrée le 1er septembre. Donc autant vous dire qu'ils ont le temps d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas de meilleures conditions de travail. Donc ça, c'est très dommageable. Ce qui fait que parfois on perd des collègues, c'est les conditions de travail, comme l'a exprimé mon collègue dans le premier degré, et les salaires qui ne sont pas forcément attractifs. Après, je voulais vous parler du travail pluridisciplinaire, parce que je trouve qu'en fait, on ne travaille pas en silo, on est vraiment en équipe pluridisciplinaire à l'interne de l'école, mais aussi à l'externe. Donc à l'interne par les commissions absentéisme, qui concernent, les élèves qui sont en décrochage scolaire, mais dans des situations souvent très graves et qui ont pu avoir des informations préoccupantes. Mais on travaille aussi avec les villes, en général, sur ces commissions. Et sur les groupes de prévention du décrochage scolaire, où on va travailler en étroite collaboration avec les conseillers principaux d'éducation, les CPE.
donc qui sont nos partenaires privilégiés pour accompagner l'élève et dans la construction de son projet, mais aussi dans sa construction au niveau social. C'est-à-dire s'il y a des soucis, on va réorienter vers nos collègues assistants sociaux et infirmiers. Donc, et le travail aussi avec les maisons des ados qui se fait en étroite collaboration, en tout cas sur mon territoire, où on a pu mettre en place, quand le nombre de personnes était suffisant, des réunions régulières avec les psychologues des maisons des ados et les psychologues de l'éducation nationale. Donc ça, malheureusement, dès qu'il manque du personnel dans une structure, ça retombe. Mais quand c'est possible, c'est mis en place. Donc je poserai plutôt la question autrement sur le travail cloisonné. C'est peut-être les injonctions des politiques éducatives qui cloisonnent le travail et pas les professionnels qui le cloisonnent en fait. Voilà, je te laisse la place. Oui, je vais compléter. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai que sur le second degré, vu qu'on est avec un public adolescent et le supérieur ou jeune adulte, les choses se déclinent un petit peu différemment. Voilà, c'est-à-dire que soit on est face à des situations qui sont installées depuis longtemps et qui sont graves, qui parfois ont déjà été repérées, signalées, mais où l'action peine à se mettre en place, ou alors on est dans des comportements adolescents, des comportements d'emprise d'adultes, c'est-à-dire que ça sort du simple cadre familial et les choses, notamment au niveau des violences sexuelles, se complexifient, voire même c'est aussi la violence des enfants entre eux et des adolescents entre eux. Donc par rapport au rôle des psychologues et de la place qu'on a dans le second degré, c'est vrai qu'on participe au repérage, on est bien sûr dans l'échange des informations à caractère secret dont parlaient les collègues avant, mais il faut bien entendre que ce repérage, il n'est qu'une partie, puisque notre travail de psychologue va aussi s'inscrire, tout à l'heure vous parliez d'une autre audition pour les assistants de services sociaux et puis social et peut-être les enseignants et autres, notre action elle va s'inscrire finalement dans comment arriver à soutenir ces adolescents, ces jeunes adultes dans leur scolarité pour pas qu'il y ait quelque part double peine, c'est-à-dire quelque chose qui entrave leur développement psychique, leur développement affectif, qui font qu'ils ont besoin d'un soutien thérapeutique, et à côté, du coup, une déscolarisation, une rupture de leur parcours même de formation. C'est-à-dire qu'on est à cet endroit-là où on intervient aussi quelque part, pas sur un niveau thérapeutique directement, comme ça peut être fait à l'extérieur de l'école, mais bien d'un soutien au développement dans l'école et dans le parcours scolaire et professionnel. Ça, c'était pour spécifier. Donc notre action, elle s'inscrit là. Et c'est vrai que pour le coup, on a des équipes pluriprofessionnelles dans le second degré qui sont un peu plus solides. Voilà, différentes, plus nombreuses, des partenariats. On a aussi le fait que les adolescents, donc la plupart de nos collègues, quand on est présent dans les établissements, c'est-à-dire quand il y a des postes, pour mon secteur, je travaille sur le secteur d'Aulnay-Sevran, que vous devez peut-être connaître, il nous manque pour ce secteur-là 3, bientôt 4 postes de psychologues, ce qui est l'équivalent de quasiment 8 établissements qui ne vont pas avoir de présence. Voilà, pour vous donner un exemple concret. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on prend ensuite la question de la formation, je suis en fait formatrice sur mon académie, donc j'interviens dans la formation des enseignants, et c'est là où je pense que, comme disait ma collègue, je ne pense pas que nos pratiques soient cloisonnées et en silo. C'est que vraiment, on est interpellé par des choix politiques, des décisions politiques, des rapports qui eux-mêmes sont cloisonnés. Donc, vous parliez de la formation des enseignants. Il faut savoir qu'il y a eu une réforme de la formation des enseignants et que, en tant que formatrice, je viens, il y a une semaine à peine, de participer à une réunion où, effectivement, il a été annoncé que la formation des enseignants, ça serait hors temps pédagogique, que du coup, au lieu d'avoir des stages à 18h, 15h qui étaient consistants, on passe à des stages à 12 heures d'une journée ou d'une soirée en webinaire à 3 heures, ce qui interroge beaucoup sur des situations complexes comme ça. Donc je souligne plutôt les rapports et les propositions en silo qui nous sont faites, puisque quand nous sommes face à des adolescents, face à des enfants, nous ne pouvons pas travailler en silo. Nous sommes face à des êtres complexes. Merci beaucoup. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas évoqué que vous souhaitiez éventuellement évoquer ? Pas de... Si, Isabelle, vas-y rapidement. Juste une question qui parle de mon expérience. Je voudrais juste savoir si vous, dans vos organisations et territoires, particulièrement territoires, vous avez ce qu'on appelle une commission locale d'évaluation en partenariat premier degré comme second degré, qui concerne, nous, ce qu'on on l'avait mis en place dans le Val-de-Marne, c'était la coordination entre toutes les semaines,
toute l'éducation nationale pouvait venir à l'échelle d'une ville, d'un territoire, échanger autour de l'inquiétude sur un enfant et discuter avec l'ensemble des professionnels, qu'ils soient de l'éducation nationale qui venaient justement parler de tel ou tel enfant que vous aviez pu repérer, et ensuite qui étaient du coup travaillés en secret partagé pour avoir une évaluation, parfois l'information que la famille était suivie ou déjà en alerte sur des préconisations à faire pour le suivre et suivi la famille. Je voudrais juste savoir, parce que c'est ce qu'on appelle des bonnes pratiques, et c'est aussi des choses qui peuvent être par la suite des propositions. Je voulais juste savoir si à votre niveau, à vous, vous le connaissiez. Et juste pour ajouter, avant de vous redonner la parole, moi je pense que la meilleure détection, c'est celle de l'enfant lui-même. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux de l'éducation nationale, tout de suite. Est-ce que vous êtes associé sur les cours d'éducation à la sexualité, etc. Et comment ça se passe? Parce que moi, je plaide pour qu'on ait une éducation, j'allais dire, au corps et au développement de l'enfant. J'entendais tout à l'heure les compétences psychosociales dès la maternelle. Alors, je plaide aussi pour ça. Je suis convaincue que les meilleurs détecteurs seront aussi les enfants. Donc, juste rapidement, si vous êtes associé ou pas, je pense que du coup, c'est très rapide les questions qu'on avait avec Isabelle, en fait. Voilà. Donc, on est de moins en moins associés, puisque vous avez compris qu'on a un nombre tellement important d'établissements scolaires, donc ça devient de plus en plus difficile. Mais antérieurement, on l'a été. On a construit des projets d'approche globale de santé. Sur la démarche du Val-de-Marne, moi, personnellement, j'ai travaillé dans le Val-de-Marne, donc oui, je la connaissais. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de départements qui fonctionnent comme ça. Après, la difficulté, c'est que c'est très chronophage, ce genre de commission. Allez-y. Allez-y, Madame Massine, je vous en prie. Oui, donc, moi aussi, je connaissais, mais pas sous ce nom-là. Voilà. Mais ça se faisait essentiellement sur un collège en REP. Donc là où il y avait la mairie... mais pas pour tout le monde. Donc le collège qui était à 2 km, il n'y avait pas droit. Voilà, pour l'éducation sexuelle, nous, en tant qu'infirmière scolaire, bien sûr qu'on y participe. Voilà, on est toujours à 2, parce qu'il faut toujours, déjà, pour écouter aussi la parole des élèves, et puis aussi pour un témoin de ce qu'on va dire ou pas. Donc la part du temps, ce n'est pas un professeur, ça va être le centre de planification. Voilà. Pour laisser, voilà, parce que des fois, les élèves n'osent pas poser des questions par rapport à ça. Il y a de plus en plus de parents qui refusent que leurs enfants assistent à l'éducation sexuelle. Voilà, donc ils ne viennent pas. Ce jour-là, ils sont absents, comme par hasard. Donc on a beaucoup de... Comment? Oui, mais les parents... l'enfant, ce jour-là, est malade. L'élève, ce jour-là, est malade. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour dire que normalement, effectivement, il y a 3 séances par an de la maternelle jusqu'au lycée, que ces séances ne sont pas réalisées, ou très peu, sauf si mes collègues, effectivement, je parle la maternelle, la primaire, en général non. Dans le collège, les infirmières ne peuvent pas, en tout cas dans les collèges où je suis, ne font pas systématiquement. Il y a un niveau qui est toujours imposé, c'est la 4e. Et en général, là, il y a bien une intervention, toujours avec le planning, effectivement. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté à s'emparer de ce sujet parce que les gens ne sont pas formés. On a des collègues qui disent ne pas être formés. Dans d'autres pays, ça se fait avec les professeurs, d'autres professeurs, parce qu'on ne parle pas que de sexualité. Il y a la vie affective, savoir déjà comment est mon corps, le consentement, le respect. Ça pourrait être fait. Oui, mais ça peut être fait dès la maternelle. Mais ce n'est pas fait. Et ce n'est pas fait parce que dedans, il y a éducation sexuelle. Et ça, on a même reçu cette année, moi j'ai reçu dans mon collège un document signé de la part des parents et qui a l'air de circuler, qui est tout à fait officiel, demandant que les enseignants informent les familles
sur le contenu des cours et notamment s'il y a un cours d'éducation sexuelle, parce que la famille se refuse, c'est marqué Madame et Monsieur Untel, refusons que notre... Voilà. Donc il y a un vrai document qui circule maintenant et qui est assez interpellant, effectivement. On peut commencer à parler, je pense, de santé sexuelle à partir du lycée. Éducation à la vie affective ou éducation le au respect. Il y a corps. Madame, je crois, c'est vous qui demandiez tout à l'heure s'il y avait d'autres choses qui étaient faites en termes de promotion de la santé, s'il y avait des expériences, voilà. Effectivement, il y a, même nous en France, à un moment donné, on faisait beaucoup Mon corps et mon corps. Et il y avait des séances et curieusement qui ont été petit à petit abandonnées. Voilà, il y a des choses qui se font. Et dans d'autres pays, ce sont les professeurs en vie de classe qui effectivement parlent de façon tout à fait naturelle. Voilà. Donc nous, en France, c'est compliqué de mettre et de parler de vie affective et sexuelle. Merci beaucoup. Je crois que Madame, vous vouliez dire un mot. Oui, tout à fait. L'éducation à la santé sexuelle et à la vie affective fait partie des missions de la PMI. Donc c'est un partenaire fort intéressant pour les établissements scolaires, mais bien évidemment, ces interventions, elles vont avoir lieu, sous réserve que les services effectivement de PMI disposent des moyens, mais souvent c'est tout à fait possible, mais d'un partenariat, c'est le fruit d'un partenariat entre l'établissement scolaire et le service de PMI du secteur. Ça fait partie des missions de la PMI. Moi, j'ai très longtemps travaillé, puisque je suis récemment à la retraite, dans un département qui est la Seine-Saint-Denis, où ce travail-là, il est fait de façon très large. Donc, il faut vraiment solliciter les services de PMI dans un partenariat, un échange, pour pouvoir assurer ces interventions, éducation à la vie sexuelle et vie affective, c'est très important, et y compris prévention des agressions sexuelles, puisqu'on le fait encore, ça existe encore dans notre département, ce qui était mon département. Merci. Je voulais juste continuer le formulaire, là, parce que du coup, j'ai oublié entre-temps. Le formulaire, ce n'est pas un formulaire éducation nationale, on est bien d'accord. Vous me dites qu'il est officiel. En fait, c'est une lettre que chaque parent écrit. Et c'est pas un formulaire, c'est une lettre type qui n'a aucune valeur. Oui, c'est des collectifs de parents qui essayent d'aller à l'encontre, parce que pour moi, on devait juste... Enfin, les contenus, tout le monde peut aller les voir, alors, pas sur les petites classes, parce que maternelle primaire, on a un vrai sujet de programme, mais à partir du collège, on a quand même un programme sur cette matière-là. Donc les parents peuvent aller effectivement consulter les programmes qui sont officiels, vous pouvez tous y aller voir. Je crois qu'il y avait Michel qui voulait intervenir, et il y avait une dame qui, a priori, a levé la main. Voilà, je savais. Oui, je voulais intervenir en termes de décloisonnement, puisqu'on voit bien que l'éducation nationale parle dans le cadre de l'éducation nationale. Moi, je parle de ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, je pense que, voilà, je crois qu'on a un outil quand même qu'on a quand même soutenu au niveau d'MG France, ce sont les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont des organisations territoriales, qui sont certes naissantes et dont on charge beaucoup la barque. Je ne sais pas si elles tiendront, mais il faut l'espérer. En tout cas, ça devrait être un lieu de connaissance. Moi, je pense que c'est la connaissance entre les personnes, entre les individus, qui font que les individus ont confiance les uns dans les autres. Et donc, se parlent. Parce qu'en fait, ce dont on manque le plus, c'est de se parler, mais de se parler physiquement et de ne pas se parler par des Zooms, par des visios et des trucs. Et je crois que notre monde y crève de ça. Donc là, je reprends un peu la parole sur le plan de choses. Je crois que la question aussi, et je parle aux politiques que vous représentez, c'est une question d'inversion de modèle. C'est-à-dire, il faut partir des initiatives locales en fonction des territoires. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on détermine des politiques nationales pour des réalités territoriales complètement différentes. Il y a des initiatives, moi j'intervenais dans les écoles à l'époque avec l'assurance maladie
sur le brossage des dents, ceci, cela. Moi, je suis dans un territoire rural. Les gens me connaissaient. Quand les gamins voyaient arriver le docteur qui arrivait, waouh, ça porte. Sur la santé sexuelle, pareil, ça porte. Je crois qu'on a perdu tout ça, quoi, cette proximité, ce lien de confiance. Et moi, j'aimais faire ça dans mes missions. Bon, maintenant, j'en ai absolument plus le temps, parce que maintenant, je m'occupe des PAI. Je suis désolée, ça me gave. Donc, c'est vrai que le décloisonnement, il est aussi dans ce sens-là. Enfin, c'était pas tout à fait dans ce sens-là que je le souhaitais, mais voilà. Donc, je pense que c'est aussi ce bon sens des territoires, ces réalités et soutenir les projets. Je crois qu'on a beaucoup de mal, quoi. Et je pense que notre système, enfin, excusez-moi, je vais élargir français, souffre quand même, crève de cela. Merci beaucoup. En tout cas, si mes collègues, vous avez non, c'est tout bon, je frustre personne. J'espère que de votre côté non plus. En tout cas, merci. Ce fut vraiment très intéressant. Il y a vraiment des choses à en retirer et je tenais encore une fois à vous remercier. Madame, vous avez raison, j'ai un peu insisté pour que certains viennent en physique plutôt qu'en visio parce que c'est toujours très compliqué en visio et je suis d'accord, se voir, c'est quand même essentiel dans notre vie. Merci à tous et à toutes surtout.